Bonjour, je m'appelle Samuel Paradis. Dans le cadre de mon projet personnel sur la dépendance, j'ai eu l'opportunité de rencontrer une intervenante ainsi que des jeunes du centre Le Grand Chemin. Dans cette interview, vous verrez le point de vue d'une intervenante ainsi que le parcours de 3 jeunes du centre de réadaptation. Voici maintenant les interviews. Bonjour, mon nom est Marie-Pierre Beaupré, je suis conseillère de jour au centre Le Grand Chemin de Saint-Célestin. Ça fait 10 ans que je travaille ici maintenant. Comme vous savez déjà, le projet que j'ai la chance de réaliser porte sur les individus qui ont vu ou vécu de proche ou de loin les effets toxiques et néfastes de la dépendance à la drogue, à l'alcool ou autre. C'est pourquoi j'aimerais avoir votre point de vue sur ce que c'est la dépendance pour vous. Bien, la dépendance pour moi, c'est quand il y a une perte de maîtrise dans l'utilisation d'une substance. Donc, quand on perd le contrôle de notre vie dû à notre consommation. Pour moi, c'est ça la dépendance. Quand on essaie d'arrêter ou de diminuer la substance sans résultat, c'est aussi un bon signe de dépendance. Quand les sphères de notre vie se trouvent affectées par notre dépendance, par notre consommation plutôt, pour moi, c'est ça, pas mal ça la dépendance. Ouais. Parfait. Donc, votre centre accueille quel type de clientèle? Donc, nous, c'est une clientèle adolescente, 13-17 ans, filles, garçons. On accueille pour la problématique, oui, de toxicomanie. On accueille également pour la cyberdépendance et le jeu pathologique. Donc, tout type de dépendance, finalement. Cyberdépendance, tout nouveau dans nos services. Là, donc, pour tout ce qui est problème là, en lien avec les jeux en ligne, addiction à Internet ou utilisation abusive, là, on a maintenant là, ce service-là d'inclus au Grand Chemin. Puis est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi le jeu pathologique? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas nécessairement c'est quoi. Bien sûr, fait que c'est sûr que quand on parle de cyberdépendance, ben c'est tout ce qui est cyber, donc soit le jeu en ligne, jeux multijoueurs aussi en ligne ou réseaux sociaux. Ça peut être tout comment on utilise Internet aussi, là, donc passer beaucoup de temps là, surfer, écouter des vidéos, exemple sur YouTube, tout ça. Donc ça, on parle vraiment de cyberdépendance. Quand on parle de jeux pathologiques, c'est sûr c'est moins présent à l'adolescence, mais ça existe. C'est tout ce qui est une relation problématique avec les jeux d'hasard et argent. Donc poker, machine à sous, etc. Puis ça peut être en ligne également, mais on va vraiment parler là, de jeux pathologiques, même si c'est joué en ligne, parce que c'est les jeux d'hasard et argent. Comment il arrive à venir au centre? À venir au centre? Ouais. Bon, ben là, premièrement, il y a la problématique qui est détectée soit par le jeune lui-même qui a conscience de son problème de consommation, par un membre de son entourage ou par un professionnel, ça peut être un professeur ou bon, qui a conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie du jeune. À partir de ce moment-là, le jeune doit aller à un CRD, un centre de réadaptation en dépendance de sa ville, donc il y en a vraiment un peu partout. Il y a juste à s'informer duquel qui est proche de chez lui. Il va au centre de réadaptation, il prend rendez-vous avec un intervenant là-bas. Il va passer une évaluation qui s'appelle IGT, Indice de la gravité de la toxicomanie. À partir de cette évaluation-là, le jeune est coté. Donc, est-ce qu'il a besoin d'un niveau de service externe de faible intensité, externe haute intensité ou interne de haute intensité? Si le jeune cote interne haute intensité, il peut se diriger vers les services du Grand Chemin. Ça en est un là, qui est proposé, entre autres. Puis le jeune, là, à ce moment-là, doit faire les démarches lui-même, doit lui-même appeler le Grand Chemin pour nommer qui a été référé, qui a passé son IGT. Il se met sur une liste d'attente pour venir faire une visite au Grand Chemin. On lui donne sa date de visite, il vient accompagné d'un parent ou d'un intervenant, fait la visite des lieux, on lui explique comment ça fonctionne, tout ça. Visite avec la coordonnatrice suite là, quand il a vu la place, tout ça. S'il est intéressé à avoir une date, on peut déjà lui donner une date d'admission dès la journée de sa visite. On lui donne sa date d'admission, puis il se présente là, la journée de son admission pour commencer tout ça. Rendu ici, en fait, comment ça se passe? Donc, quand il arrive ici, il y a son admission. C'est vraiment une intervenante qui prend le rôle d'accompagner les jeunes à son admission. C'est sûr qu'il y a la partie là, toute paperasse là, administrative, on fait signer les papiers aux jeunes. Le jeune est accompagné de ses parents, idéalement, mais des fois, le jeune est accompagné de ses intervenants aussi. Puis ça peut être quelqu'un de significatif pour le jeune aussi, là, tante, frère, oncle, là, mais c'est la personne idéalement qui est responsable légalement du jeune qui se présente avec lui. Bon,
toute l'explication des services, la signature des papiers, tout ça. On a une intervenante à la famille. Nous, son rôle ici, c'est uniquement d'accompagner la famille du jeune. Donc, elle s'appelle Mira. Mira est présente aussi la journée de l'admission. Elle va accompagner le parent. Donc, nous, un coup que un peu les services sont expliqués, le jeune est arrivé, a déposé ses bagages, on l'a un peu déstressé, on a jasé avec lui, on lui explique comment ça allait marcher. Là, vraiment, on part avec le jeune, nous, on défait ses bagages, tout ça, puis Mira demeure avec les parents, fait une petite entrevue avec les parents aussi, là, demander comment ça se passait dans les derniers jours. On fait un génogramme aussi, qui est un peu l'historique familial. Donc, on change de tout ça avec le parent en même temps qu'on installe le jeune là, ici. Fait que c'est ça, la journée d'admission, il n'y a rien de bien différent, là, ne serait-ce que le petit bout qu'on l'installe. Le jeune est mis dans une chambre avec un plus ancien, toujours. Fait que c'est, ben, si on regarde, là, ça va toujours être quelqu'un en phase responsabilisation qui va accueillir la personne en phase intégration. Fait que c'est ça, comme je viens de le mentionner, le jeune arrive là, en phase intégration, c'est la première phase de la thérapie, c'est un 2 semaines où le jeune peut prendre le temps là, de se familiariser avec le fonctionnement, connaître là, bien sûr ses pairs de thérapie, connaître les intervenants, connaître le fonctionnement, les règles. C'est sûr que tout le sevrage à ce moment-là, si le jeune n'a pas arrêté de consommer avant de venir, ben, va passer peut-être par une petite phase de sevrage, le temps là, de s'accoutumer, tout ça. Fait que c'est un 2 semaines, là, la phase d'intégration où le jeune a à s'intégrer dans le milieu. Après ces 2 semaines-là, si on considère là, que le jeune est prêt puis qu'il s'est bien intégré, il passe en deuxième phase qui est la phase sensibilisation. Là, c'est vraiment le noyau de la thérapie. C'est là, ça le dit, sensibilisation. Le but, c'est que le jeune se sensibilise à son problème de consommation, qu'il en vienne à être d'accord avec la perception des autres, comme quoi il y a un problème de consommation, si c'est pas déjà fait, hein, parce que les jeunes peuvent arriver à plusieurs stades. Là. Il y en a qui sont bien conscients de leur problème de consommation, il y en a, tu sais, thérapie volontaire, hein, tu sais, la cour qui les envoie ici, tu sais, soit tu vas faire un 6 mois de centre jeunesse, soit tu vas au grand chemin, tu sais, fait que des fois, c'est ce type de volontariat-là, tu sais, ou l'école qui dit si tu veux réintégrer l'école, tu dois aller faire une thérapie, fait que la phase sensibilisation, là, le jeune peut partir de plus loin ou de moins loin selon là, où il en est dans sa conscience de sa problématique. Là. Mais la phase sensibilisation, ça va être ça. À partir de plein d'activités qu'on leur recommande, comme l'histoire de consommation, il y a une rencontre familiale également avec les parents, là, qui est un peu une médiation familiale pour parler là, de tout ce qu'on a vécu dans la consommation. Chacun des parties. Fait que c'est vraiment là, le gros noyau de la thérapie qui est 4 à 6 semaines. Là, vraiment, on sensibilise le jeune. C'est quoi les impacts de ma consommation sur moi, dans les différentes sphères de ma vie, sur les autres, dans leur sphère de vie. C'est quoi mes alliés pour arrêter de consommer. C'est quoi, au contraire, qui peut me ramener à consommer. Fait que c'est vraiment de faire tout ce travail de réflexion-là pour que quand le jeune arrive en phase de responsabilisation, il a admis son problème de consommation, il sait c'est quoi les impacts, puis il sait quoi faire aussi pour éviter de retourner consommer. Puis en phase de responsabilisation, qui est un autre 2 semaines, ben là, on va vraiment consolider là, tout ce qu'il a appris ici en thérapie. Il va être un attrait pour le groupe aussi, donc le plus ancien va aider ceux qui vont arriver. On va, exemple, pratiquer son affirmation avec lui, donc il va peut-être rapporter les bris de règles des autres jeunes, va vérifier les tâches, va s'assurer que le groupe fonctionne bien, fait qu'on consolide vraiment là, ce qu'il a appris pour le préparer à la sortie, parce qu'on imaginera que dehors, hein, tu as à t'affirmer au niveau des amis, tu as à t'affirmer au niveau, bon, quelqu'un qui te propose quelque chose, d'aller à un party, ben non, je peux pas y aller, fait qu'on va tout pratiquer cette capacité-là à s'affirmer puis à nommer les choses, fait que phase de responsabilisation, c'est ça, c'est un 2 semaines, puis au cours de cette phase-là, il y a une première sortie de fin de semaine, fait que le jeune, pour la première fois depuis 4 à 6 semaines, là, retourne dans son milieu pour un 24-48 heures, tester les acquis. On revient, on regarde ce qui a bien été, ce qui n'a pas bien été, on réajuste, puis ensuite de ça, il y a la sortie officielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que suite à la phase de responsabilisation, il y a le suivi de réinsertion sociale qui est offert aux jeunes. C'est un suivi qui est volontaire. Le jeune peut poursuivre pour 16 semaines à avoir des services du grand chemin là, hebdomadairement pour maintenir le filet de sécurité, pour s'assurer que les choses vont bien, faire le filet avec l'école, avec mettons que tu vas voir un psychologue, on peut s'assurer aussi que tu reprennes ton suivi, faire un petit brief au psychologue, fait qu'on fait le pont aussi là, avec les autres acteurs de la vie du jeune là, pour s'assurer un bon filet de sécurité à l'extérieur.
17 ans, toxicomane, je suis venu régler mon impulsivité, gérer mes émotions, ne pas refouler, puis mon estime de moi et ma confiance en moi. D'où vient l'origine de tout ça? Ça vient plus, ma confiance en moi, mon estime de moi surtout, que j'étais pas capable, genre, j'avais pas d'estime de moi, puis en venant travailler ici, en venant ici, j'ai vu que j'étais capable ben, que c'est ça que j'avais, c'était un problème que je voulais pas voir, fait que ici ils m'ont fait voir le vrai côté, fait que j'ai pu voir comme un peu ce côté-là de moi que je voulais pas vraiment voir, je voulais pas voir la vérité de ça. Puis en venant ici, c'est ça, j'ai vu ça aussi. C'est parti mon intimidation à l'école quand j'étais plus jeune, de un peu mon mal de vivre. Là. Puis c'est ça. Ok. Ouais. Puis c'est quand est-ce que tu t'es dit il faut que j'aille faire quelque chose? Est-ce que c'est venu de toi ou c'est venu vraiment de quelqu'un d'autre? Le 1er septembre dernier, mon arrière-grand-mère est décédée. Après ça, 3 semaines après, mon grand-père est décédé. J'ai eu une conversation avec mon arrière-grand-mère avant qu'elle décède. Elle avait un cancer généralisé. Fait que j'ai bien vu qu'à un moment donné, ça allait plus. J'ai eu ma rencontre avec la DPJ puis ma famille d'accueil pour la révision. Puis eux autres, il y avait 2 options, le centre jeunesse ou il fallait que je trouve une autre option. Puis j'ai trouvé la thérapie. Puis au début, je pensais pas que ça allait m'aider. Je pensais venir ici puis je me sauve comme toutes les autres affaires. Puis j'étais arrivé ici pour vrai, ça m'aide. C'est vraiment... Même si je ne réussis pas à arrêter de consommer, je veux pas consommer, mais Alexandre, pour aujourd'hui, il consommera pas. Pour aujourd'hui, il consommera pas, demain, ça va être un autre jour. Mais je me dis au moins, ça me fait travailler sur moi-même, sur mes comportements, puis ça va me donner des trucs aussi pour la sortie, là, puis sur ma vie après. Là. Fait que ça c'est venu t'aider. Ça a comme été en fait, l'endroit, c'est un endroit qui est libérateur pour toi, qui te fait plus voir ce qu'il y a de faire sans la consommation. Puis aussi que le monde, si tu vois comment j'avance, j'ai eu ma sortie de fin de semaine, je reviens de ma sortie de fin de semaine d'ailleurs, puis j'ai vu que pour vrai, tout le monde, quand tu fais un pas par en avant, tout le monde t'aide aussi avec ça, puis pour vrai, ça m'a comme donné un coup de pied dans le cul encore de continuer me reminder à finir ma thérapie. Fait que, ouais. Comment tout ça se fait, là, le processus de justement, pas nécessairement de te convaincre, mais de te dire si c'est pas nécessairement bien consommé, trouver d'autres étapes à ce processus-là. Trouver d'autres choses qu'on aime dans la vie au lieu de la consommation. Juste avoir des projets. On est ici, je suis arrivé, puis j'étais pas le même gars que quand je suis là. J'ai des projets, j'ai mon plan de match quand je sors, j'ai mon plan de match les 3 prochaines années avec mon DEP. Genre, il nous aide à faire comme notre projet, puis juste à nous aider nous-mêmes, juste à donner des trucs, comment gérer nos émotions, comment gérer nos obsessions. C'est pas juste les intervenants, c'est aussi le groupe qui nous aide. C'est une thérapie de groupe, fait que les intervenants sont là, oui, mais c'est la gang autour. C'est avec la gang autour qu'on va faire notre travail sur nous-mêmes. Si quelqu'un veut pas sourire au groupe, il avancera pas. S'il fait juste sourire aux intervenants, qui est fine, mais il faut que tu t'ouvres au groupe pour que le groupe t'aide. C'est le meilleur outil, là, comme les intervenants disent. Là, c'est le meilleur bagage qu'on a, nous autres, les jeunes, d'aider les autres jeunes. On a vécu la même affaire que les autres, fait qu'on est capable de savoir ce qu'ils vivent. Ce qu'ils vivent eux autres, on est capable de... Je sais pas, s'il y en a des fois qui ont fait un acte différent qu'un autre sur certaines situations, ils sont capables de voir qu'il y a d'autres trucs, d'autres façons de penser là-dessus et tout. Là. Okay. Puis je veux savoir quel est le lien entre ton intervenant ou intervenante et toi. Donc, le lien que vous avez ensemble là, quand tu as des rencontres ou peu importe. Super lien pour vrai. Moi, c'est Marie-Pierre, c'est mon intervenante. Puis pour vrai, je suis capable de parler avec elle, je suis capable de dire ce qui se passe. Elle était capable de me faire débloquer sur certaines choses, sur les mensonges que j'avais dans ma vie et mon estime de moi. C'est à cause d'elle maintenant, si je suis capable de voir ces affaires-là, elle m'aide vraiment sur tout. Puis Marie-Pierre est direct vraiment. Genre, c'est ça qu'il me faut, là, quelqu'un qui. Ouais. Quelqu'un qui est plus. Qui arrête pas, genre, qui te pousse à qui vraiment... me pousse, puis que même si c'est pas ça que je veux entendre, elle va me le dire, puis c'est ça qui fait que ça m'aide dans ma thérapie, puis que ça me fait encore plus avancer que quelqu'un qui ferait juste me dire, comme les intervenants à DPJ, ouais, c'est correct comme ça, puis moi je suis un gars qui leur dit ce qu'ils veulent entendre, puis tout. Puis Marie-Pierre, on en a vu d'autres avant, là. Fait que
Elle est capable de... Capable, ouais, de me ramener, puis de juste me remettre à l'ordre. Puis quand je parle avec, je suis capable de, genre, je peux pas juste me dévoiler, de dire ce que j'ai sur le cœur, puis de pas, genre, en garder pour moi, là. Ouais. Comment ta dépendance a affecté ton mode de vie? Fait qu'en fait, avant que tu arrives ici, comment ça affectait là, ta vie personnelle à toi, mais la vie aussi de tes amis, tes proches autour? J'ai perdu liens familiaux grandement. J'étais dans la famille d'accueil un an avant d'arriver ici. J'étais allé dans les auberges du cœur, je me suis fait mettre dehors. J'étais allé à Coansville aussi à l'entretemps, je me suis fait mettre dehors aussi pour la conso. Famille d'accueil aussi, c'était fini, c'était la dernière chance que j'avais. Ma famille, ça fait des problèmes familiales au bout. Pour vrai, là, ça recommence à super bien aller pis tout, là, mais avec mon frère, ma soeur surtout, là, moi, c'est une des valeurs que j'ai, liens familiaux, puis ça a été vraiment dur de perdre ça dans ma conso, puis j'ai vu que maintenant, si je travaille sur moi, ils vont être encore là pour moi, puis c'est ça que je veux garder. Puis ma vie, mon travail, des amis, il m'en reste juste un vrai bon chum, je l'ai appelé en fin de semaine, puis il était super content, là, il était là, ah ben ouais, ça va bien aller, on va se revoir, puis si je peux pas venir te voir, je suis à Tremblant, mais si tu aurais dû me le dire avant, je serais venu, mais c'est pas grave, on va se revoir, je sors dans 4 semaines, fait que je vais faire de quoi avec, c'est sûr, puis ça a affecté quand même tout, là, j'ai vu mon ex en fin de semaine aussi, fait que c'est la première fois que je l'ai vu depuis qu'on s'est laissé, c'est à cause de la conso, hier ça m'a affecté un peu, j'étais plus dans ma tête, puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais, là, genre, elle m'a parlé, puis j'ai fait fuck off, là, je suis parti, là, mais ça a affecté quand même toute ma vie au complet, là, mes passions. Je suis un gars de vélo de route, puis j'ai beaucoup arrêté ça pendant ma consommation, puis ça a affecté vraiment tout. Le travail, j'ai perdu des jobs à ma famille d'accueil à cause que je volais des bouteilles de vin à ma job, puis tout, pour ma consommation, puis ça a vraiment affecté toutes les facettes de ma vie, là. Je mangeais une fois par jour, des fois même pas, j'étais rendu mec comme un pic, j'étais cassé au bout, là. Une chance que ma mère a continué à faire mon petit comptable, là, puis elle plaçait de l'argent, sinon j'aurais plus une scène. Ouais, ça a vraiment tout affecté. Quel est le taux de réussite avec les jeunes? C'est super dur à répondre ça comme question, puis je l'aime pas cette question-là parce que je pourrais te sortir les statistiques, ça serait facile pour moi d'aller dans le bureau de ma coordonnatrice et de demander c'est quoi la statistique. Le grand chemin, nous, c'est abstinence totale. Fait que pour être inclus dans notre statistique de réussite, c'est abstinence totale. Okay. Pour moi. Un jeune qui est rentré ici avec une forte problématique de consommation diverse, je sais pas moi, cocaïne, speed, alcool, pot, tout ça, fait sa réinsertion sociale, termine le programme, décide qu'il boit de l'alcool socialement après. Pour moi, c'est une réussite pareille, comprenez-vous? Tu sais, pour le grand chemin, non. Tu sais, c'est là que, ben, le grand chemin aussi le reconnaît, je parle aux statistiques, là, vraiment, ça va être abstinence totale. Fait que, tu sais, il y en a qui terminent pas le programme, mais qui vont super bien pareil après. Tu sais, fait que dans notre statistique, ils comptent pas, mais le jeune va super bien. Puis il y en a qu'au contraire, on leur remet le diplôme de fin, bravo, t'as réussi, puis une semaine après, ils reconsomment. Tu sais, fait que c'est bien difficile à répondre comme question. C'est quoi le lien que vous avez avec le jeune et l'intervenant-intervenante? Le lien entre nous, tu sais. Ben, dans le fond, je peux vous expliquer un peu. Premièrement, il y a différents intervenants là, au Grand Chemin. Il y a les TPO qu'on appelle temps partiel occasionnel, qui eux vont être beaucoup les intervenants de soir, de fin de semaine. Fait que eux vont souvent être appelés, tu sais, ils font toute la job thérapeutique aussi, là, vont animer les ateliers, les thérapies, tout ça, mais vont beaucoup plus faire de vivre avec aussi, tu sais. Ils vont être là dans les moments de sport, d'activité, de sortie. Fait que c'est sûr qu'eux vont créer peut-être un lien plus... On est jaloux un peu des TPO, tu sais, parce qu'ils ont accès vraiment au plaisir, au fun, au vivre avec, au moment informel. Tu sais, le jeune qui va pêcher le poisson pour la première fois ou qui va être donc bien fier de lui parce qu'il rejoue au hockey après longtemps, tu sais. Fait que c'est sûr que ça crée vraiment quelque chose de particulier, tu sais. On a vraiment accès au
peut-être, moi j'appelle ça peut-être plus le vrai, là, tu sais, là, la petite étincelle que tu vois, ok, ouais, lui, il vient de vivre quelque chose de le fun, là, tu sais, il vient. Fait que c'est sûr qu'on est un peu jaloux d'eux autres pour ça. Il y a les intervenants réguliers. Comme moi, c'est ça, mon poste ici, là, il y en a 2 de jour, 2 de soir, puis nous, on est vraiment, on a des case load qu'on appelle, là, fait qu'on a vraiment un jeune attitré, là, on peut en avoir jusqu'à 4, puis on est responsable du cheminement du dossier. Fait que c'est sûr qu'on a peut-être une relation plus, je sais pas comment dire ça, ça peut être plus confrontant peut-être d'un fois, un jeune qui atteint pas ses objectifs, un jeune qui a des comportements dérangeants, un jeune qui bon, je sais pas, ça fonctionne pas pour X raison, ben ça va être dans le bureau assis avec moi qu'on va travailler ça, c'est moi qui va mettre les outils en place, c'est moi qui va peut-être mettre on a des tableaux de comportement, des choses pour susciter justement un cheminement, tu sais, c'est là que des fois ça peut être plus difficile au niveau de la relation, mais tu sais, établir une relation de confiance, c'est un métier, hein, intervenant, tu sais, il y a des techniques pour faire ça, il y a des techniques d'intervention pour faire ça, fait on arrive au travers de ça quand même à créer une belle relation de confiance. Quand on est dans un milieu vivre avec comme ça, qui peut être dangereux, mettons. Le piège à éviter, c'est peut-être la familiarité, la trop grande proximité. On a des intervenants de 20, 21, 22 qui travaillent avec des jeunes de 18, 17. Fait que la proximité peut être très, fait que c'est vraiment une habileté d'avoir, on appelle ça le savoir-être, hein, de développer une proximité avec le jeune, une relation de confiance, mais en même temps de garder la distance professionnelle, de pas être sympathique, de rester empathique, de pas, fait que c'est tout un jeu, une valse avec notre client et c'est vraiment un apprentissage qu'on fait à l'école aussi, là, mais une relation parfaite, là, c'est vraiment une relation où le jeune a confiance, est capable d'avoir une ouverture de soi, un laisser-aller, tout en étant conscient que la personne en avant de lui, c'est pas son ami, c'est pas son père, c'est un professionnel qui va avoir une fin à cette relation-là, tu sais. Ça, c'est l'idéal, là, tu sais. J'ai 16 ans, je suis en thérapie pour travailler ma toxicomanie. D'où vient l'origine en fait, de ta toxicomanie? Comment tout ça a parti dans ta vie à toi? C'est dû à la violence psychologique et physique que je vivais chez mon père. Okay. Qui faisait que je voulais fuir. Je voulais pas faire face à ça, puis je l'ai oublié. Fait que tu te cachais dans la consommation, j'imagine? Ouais, je voulais fuir la réalité, là, je voulais pas penser à ça, puis surtout mes frères aussi. Quand est-ce que tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose pour m'aider? Est-ce que c'est venu de toi ou c'est venu de quelqu'un d'autre, d'un proche? C'est moi qui ai fait les démarches. J'étais à l'école en plus, j'ai pris le téléphone, je suis plus capable parce que cet été, c'est parti sur une grosse dérape, là, puis j'ai consommé toute l'été, j'ai pas été vraiment à jeun. Fait que je me suis rendu compte que ouais, faudrait que j'arrête parce que quand je n'avais plus, j'avais des symptômes genre de sévrage, là, puis je voyais que j'en voulais, puis j'ai compris que j'avais une dépendance. Là. Fait que c'est vraiment venu de toi de contacter le centre puis de venir t'y installer pour la réadaptation. Ouais. En date d'aujourd'hui, en quoi le centre t'a aidé dans ta réadaptation? Sur plusieurs points, je dirais. Il m'a aidé à me bâtir une estime, à comprendre d'où venaient certaines affaires, dont mettons ma dépendance affective. Ça m'a permis aussi d'apprendre à me connaître moi-même, de retrouver mes passions que j'avais perdues. Aussi de me responsabiliser, de faire des tâches, de retrouver la vraie moi, que j'avais perdu dans ma consommation, retrouver mes passions. En fait, c'est quoi, le lien que l'intervenante et toi vous avez ensemble, c'est quoi? Est-ce que vous êtes quand même proches ou c'est plus? On a un super bon lien, là. Genre, lui, son truc, c'est de me faire, comment dire, réfléchir. Il va me dire une phrase, mais il m'expliquera pas pourquoi. Okay. Puis là, c'est à moi de chercher tout, puis genre, il me fait vraiment travailler sur moi. Puis là, mon intervenante de remplacement, ben, elle m'aide à faire les objectifs. Puis on a une super belle relation aussi. Là. Comment ta dépendance a affecté ton mode de vie? Comment ça, avant que tu arrives ici, mettons, là, comment ça l'affectait? En plusieurs points, je dirais. Autant avec relations familiales, sport, ben,
mes passions et tout. Le scolaire aussi, parce que j'étais rendue vraiment lâche, mes notes droppaient genre vraiment bas. Là. Ça continue de même, j'aurais redoublé. Là. Puis aussi, niveau mental, là, c'était comme un cercle vicieux. Mettons, je filais pas, je consommais, puis là, je filais bien et tout, mais après, quand je déposais, ben là, je refilais pas, fait que ça recommençait et tout, puis je filais de plus en plus mal, surtout que j'avais une dépression, puis ouais. L'estime de moi aussi, je me faisais valoriser, mais pas pour les bonnes affaires, tu sais. Puis ouais, ça me détruit en pas mal de points aussi. Puis surtout avec ma famille, mes relations. Et mes frères, je passais plus de temps avec eux autres, je m'enfermais tout le temps. J'étais rendue là où je faisais plus de tâches, j'étais tout le temps sur le fait de conso. Ma mère, aussi, elle aimait pas ça, elle me l'a dit, j'étais comme un épave. J'étais là, mais juste physiquement, mentalement, non. Je suis comme un corps vide. Là. J'ai 17 ans, puis psychomanie. Okay. Quand est-ce que tu t'es dit il faut que je fasse de quoi pour me reprendre en main? C'est l'hiver passé, j'ai fait une première thérapie à Québec. Puis à peu près à 1 mois de ma thérapie, j'ai consommé en thérapie. Parce que, tu sais, je savais que j'avais un problème de consommation, puis que j'étais rendue vraiment intense. Là. Puis je voulais m'aider, mais j'étais comme pas prête en même temps, parce que c'est gros ma famille aussi qui me disait là, Laurie, il faudrait que tu fasses quelque chose, puis tout. Puis j'étais en thérapie, mais j'étais pas prête, mettons. Fait que j'ai pas terminé ma thérapie, puis ben, c'est ça. Puis, quand est-ce que tu es arrivé ici? Est-ce que ça fait longtemps ou ça fait... Non, ça fait 2 semaines et demie. OK. Ouais, ça fait 2 semaines et demie, puis dans le fond, j'ai comme vraiment réalisé que là, c'était temps que j'arrête de consommer, là, que c'était rendu grave. Là. En quoi le centre t'aide-t-il à ta réadaptation? C'est quoi qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi qui fait que ça va mieux qu'à Québec peut-être? Ou est-ce que. Ben c'est pour vrai, genre, tu sais, cette fois-ci, mettons, je suis vraiment prête à m'aider. Tu sais, je m'investis vraiment gros dans ma thérapie, puis c'est pas vraiment, je sais pas comment dire ça, c'est pas que c'est pas le... Mon Dieu, comment je faisais ça? Tu sais, il faut vraiment que ça vienne de toi, là. Tu sais, quand en première thérapie, j'étais pas prête, puis, tu sais, les intervenants avaient beau faire ce qu'ils voulaient, puis n'importe quoi, puis, tu sais, si j'étais pas prête, moi, ben ça a pas marché, là. C'est vraiment, faut que tu sois déterminé, puis que tu sois prêt, là, parce que sinon... Sinon, ça marche juste pas. Mon intervenante a me dit quelque chose, c'est dur à encaisser, parce que des fois, je suis comme, c'est vrai, tu sais, que t'as un problème, là, que... Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est difficile d'admettre que j'ai un problème, là, mais c'est comme... Comment ta dépendance a-t-il affecté ton mode de vie? Donc, comment ta toxicomanie a affecté ta vie avant d'arriver au centre? Parce que... On parle de, mettons, vie personnelle, vie... ouais. Ben, parce que j'étais rendue... Ben, tu sais, quand t'es dépendant, genre, tu vis pas juste pour ça, mais tu sais, tout ce que je faisais, il fallait que ce soit en consommation. Tu sais, j'ai eu une relation, puis tout ce qu'on faisait, il fallait que je sois en consommation parce que j'étais pas capable. Tu sais, après ça, ça m'a beaucoup affectée parce qu'après ça, mettons, pour aller voir des nouvelles personnes, il fallait que je sois en état de consommation, sinon je bloquais, j'étais pas capable. Puis là, ben, à cette heure, je suis en état de consommation, puis je suis capable de parler avec des nouvelles personnes, là, mais en consommation, j'étais pas capable. Là, blocage bien raide, puis je pouvais pas parce que, je sais pas, c'est la gêne ou fallait que je sois en consommation pour faire tout. Fait que genre, ça affecte une vie vraiment, là, quand il faut que tu sois en conso pour faire ton ménage de chambre, c'est parce qu'il y a un problème. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes pour les sensibiliser à soit pas nécessairement ne pas consommer, mais pas devenir dépendant à une... Et là là! Bon, moi je dirais, premièrement, ce que ça prend, c'est de l'honnêteté envers soi-même. Je pense qu'il faut que tu sois capable de te rendre compte que ça fonctionne pas. Je pense que ça prend aussi une capacité à se voir aller, hein, une capacité d'introspection. De l'ouverture aussi au reflet des autres, hein, les fameux parents qui
sont souvent là, qu'on a l'impression qu'ils sont donc bien sur notre dos puis qui nous empêchent donc bien de vivre. Ben, des fois, quand on prend 2 secondes pour s'arrêter, réfléchir aux raisons de pourquoi nos parents agissent comme ça ou pourquoi ils nous disent telle chose, des fois, ça peut être une bonne indice aussi là, d'être alerte aux reflets de nos proches, même nos amis. Il y en a dans la consommation qui vont s'éloigner, qui vont. C'est des indices assez clairs. Souvent que la personne qui. C'est là qu'on parle de dépendance, en fait, c'est là qu'on parle de perte de maîtrise. La personne s'en rend pas compte souvent, elle est trop aveuglée par sa consommation, par son besoin de consommer, tu sais. Fait que comment ne pas devenir dépendant, tu sais, c'est comme, je dirais, comment ne pas devenir dépressif, tu sais, c'est quelque chose qui malheureusement, qui est un peu inévitable, mais si on est conscient de nos comportements, si on reste alerte, si on va chercher notre aide, moi c'est vraiment ça, hein, aller chercher votre aide, un ami qu'on sait solide, qu'on sait aller vers lui, un parent en qui on a confiance, tu sais, c'est pas obligé, des fois on a de la misère à se confier à nos propres parents, tu sais, puis souvent confiez-vous à vos parents, ben si c'est pas eux autres, tant pis, trouvez quelqu'un d'autre de confiance là, à qui vous confier, à qui aller chercher de l'aide. Moi c'est sûr que ça serait mon premier conseil, hein. Tu sais, c'est sûr qu'il y a certains milieux à éviter. Moi, c'est sûr que si tu as 14 ans et que tu commences à fréquenter les bars, ben. C'est sûr que tu ne développeras pas une passion pour le ski en allant dans les bars. Tu vas te développer une passion pour l'alcool, probablement. Fait que c'est sûr qu'il y a certains milieux à éviter. Trouvez-vous des passions. Plus tu es passionné dans la vie, hein, souvent, des fois, ce qu'on se rend compte, c'est que la consommation, c'est aussi une façon d'aller chercher des feelings, de se divertir, il y a plusieurs raisons de consommer, là. Des fois, c'est ça. C'est sûr que si t'es quelqu'un de passionné, ça peut aider. Par contre, on en a vu beaucoup avec de fortes passions qui ont abandonné ces passions-là pour la consommation, fait que c'est pas gage de sûreté non plus. C'est une question assez difficile de répondre. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut éviter? Je pense que c'est quelque chose qu'on peut diminuer les impacts plus on se voit aller tôt. Puis plus on prend les choses en main, puis qu'on va chercher notre aide, puis qu'on admet aussi ça. Après avoir visionné cette capsule vidéo, si vous croyez avoir besoin d'aide, ou si vous pensez qu'un proche ou quelqu'un de votre entourage a besoin de support, n'hésitez pas à aller consulter un centre d'aide, non loin de chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, cette série contient 2 autres capsules tout aussi intéressantes en lien avec la dépendance.